Salut à tous, épisode 4 avec la team DSM. Donc ça va être simple, hein, on va parler Tour de France. Dans cet épisode-là, j'ai j'ai la première partie de ce Tour de France à vous proposer avec 11 étapes. On ira jusqu'à la veille, au matin même de l'étape 12 qui est cruciale. On y reviendra en fin d'épisode. Et c'est vrai que dans cette partie, on avait eu comme ça bah, un petit fait de PCM, on va dire, qui était absolument imbattable, Bernal, qui aurait été bien difficile à combattre et en fait impossible avec l'ami Romain Bardet, qui pourtant a de belles notes, je trouve, sur cette World DB 21. En tout cas, il n'est pas volé, à mon sens, mais ça terminera avec 2 victoires d'étape, quelques podiums, et surtout une deuxième place, donc derrière Egan Bernal. Et derrière ce Giro, c'est vrai qu'il faut arriver à rebondir. C'est pas évident. Pas évident de rebondir derrière un Giro comme ça, surtout qu'on a un petit peu forcément utilisé une cartouche, hein, parce que si Bardet a eu un pic de forme sur le Giro, et vu la config de partie, je vais l'aligner sur le Tour, mais sans avoir ce pic de forme, hein, bien évidemment, puisque le leadership, on le sait, sera confié à Hindley, on a le temps d'en reparler, Benoît, Krag Andersen, Suterlin, Dens, Roche et Arensman sont les autres castés pour entourer donc Jane Hindley. Et non, je voulais juste faire un commentaire parce que par rapport à l'actualité, vous avez sûrement vu Casbol l'autre jour s'imposer sur la deuxième étape de Paris-Nice et de manière relativement autoritaire. Et on peut quand même juste se demander pourquoi je ne l'emmène pas. Alors, pourquoi je ne l'emmène pas? C'est très simple. Il a subi une blessure assez importante qui l'a fait beaucoup chuter au niveau, vous voyez sa courbe de prépa. Elle a duré assez longtemps, hein, elle m'a beaucoup privé de caseball au printemps. Donc, en fait, à ce stade-là, il a récupéré il y a très peu de temps. Il était blessé même pendant le Giro. Parce qu'en fait, j'avais prévu de l'emmener sur le Giro. Ça m'a tout fait foirer en vérité. Ça a donc retardé son pic de Giro. Et à l'arrivée, on se retrouve, en fait, si on a 80 points à la veille du Tour, c'est strictement inutile de l'amener, surtout que le niveau de forme prépa est relativement faible. C'est inutile de l'emmener parce que les étapes les plus intéressantes pour les sprinters, ben, c'est plutôt au début, hein, ce Tour 2017 est particulier. Il y a quand même beaucoup de place laissée aux sprinters, mais ça me paraissait un petit peu juste. Donc, déception pour Caseball. J'aurais aimé vous proposer du sprint avec cet ami Caseball. Ça ne sera pas le cas. Nous essaierons de contester d'une manière ou d'une autre avec nos forces présentes. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que quand on joue le général, comme c'est mon cas pour Hindley, on peut s'entourer comme ça de quelques costauds type Dance, Sutterlin, Krag Andersen par exemple. On peut quand même profiter de l'expérience d'un Nicolas Roche, d'un Arensman qui est pas si mauvais. Il est jeune, hein. C'est pas l'expérience dans son cas, c'est plutôt la polyvalence qui m'intéresse. Si je me note l'inénarrable, toujours présent, euh, voilà, on ne peut pas ne pas l'emmener. Et puis je me devais de prendre Romain Bardet. Donc à partir de là, quelque part, j'avais pas non plus euh, des milliards de regrets de pas pouvoir emmener Caseball. Ça me fera un travailleur de plus pour le général. Vous avez compris donc que j'ai simulé relativement massivement les choses depuis le Giro. Donc on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé très brièvement avant de passer au Tour de France proprement dit. Donc le Giro, nous le savons. Qui est-ce qui a gagné? Eh bien en fait c'est Roglic qui s'est imposé sur le Dauphiné. Roglic qu'on va retrouver sur ce Tour de France, qui avait déjà gagné Tirreno, donc très très joli début d'année pour dire qu'il n'a pas participé au Giro. C'est assez beau de gagner Tirreno et Dauphiné. Et pour le Tour de Suisse, c'est Richie Porte. Alors, Richie Porte sera assez malheureux sur ce Tour de France. Je vous en retouche un mot juste après, mais le malheureux ne pourra pas amener tout ce qu'on aurait pu espérer. Puis après, pour le reste, on signalera, j'ai simulé les championnats nationaux, hein, on signalera quand même de jolies têtes d'affiche là. J'ai bien aimé
Adam Yates, Royaume-Uni, Kurt Nielsen au Danemark, Vincenzo Nibali en Italie, le petit Van Auk en simu qui s'impose en Belgique, bah écoutez, pourquoi pas. Arnaud Desmar aura le joli maillot de champion de France. Marc Soler, Bauke Mollema, voilà, très bien. Et puis le reste, nous le savions déjà, à savoir l'attribution des monuments et toutes les classiques aussi qui avaient donné lieu à un certain nombre de batailles, dirons-nous. Voilà. Donc, voici un petit peu l'état des troupes. On y va. Le Tour de France 2017, c'est un tour sur lequel, par rapport aux dernières années qu'on a connues, il y a un fait notoire pour moi, c'est pas l'étape de pavé, par exemple à l'instar de ce qu'on avait pu connaître en 2018 ou un petit peu avant en 2014, et quand même une belle représentation d'étape de sprinter, pour sprinter en tout cas, même si ça démarre avec un prologue, et celui-ci est individuel. Important à noter parce que le prologue individuel nous défavorise légèrement par rapport au leadership de méga. Hindley, Benoît, Bardet sont bien moins forts individuellement que à la limite l'équipe n'aurait pu l'être collectivement. Donc un petit peu dommage, mais on va s'accommoder de tout ça. Hein. L'idée c'est de le jouer. Kragh Andersen, vous voyez par exemple, c'est dommage parce que c'était un vrai espoir pour cette étape-là. Il ne va avoir qu'une forme à -1. C'est normal, j'ai un petit peu fait en sorte que les formes durent le plus longtemps possible sur ce tour. Du coup, j'ai entre guillemets un peu sacrifié le tout début, parce qu'on peut avoir besoin de grosses formes jusqu'à, on va dire, l'étape 18 pour ce qui est des équipiers, et l'étape 20 pour ce qui est des leaders. Donc Benoît également n'est pas très très bien servi sur ce prologue, ce qui va lui faire prendre un certain retard au général. Après bon, je joue pour Hindley a priori, donc c'est pas irrémédiable. Romain Bardet, bah tiens, décidément c'est une habitude, on va se faire reprendre. Cette fois-ci, c'est Dumoulin. On avait connu comme ça cette frustration de se faire reprendre par Bernal sur la dernière étape du Giro. Et là, c'est Dumoulin. Donc, pas un temps vraiment génial pour Romain. Hein. C'est dommage. Hindley, en forme 0, va devoir lui aussi limiter les dégâts parce que, là encore, l'exercice de contre-la-montre n'est pas sa tasse de thé. Lui, on l'attend plutôt sur la grimpe et dans les forts pourcentages. Donc regardez, hop là, on se retrouvait quand même à 1,26 du meilleur temps. Alors Rohan Dennis, ça n'est pas grave. Tom Dumoulin, ça ne m'affecte pas trop. C'est plutôt par rapport à Pogačar ou Roglič, je pense, qu'il faut regarder les choses. Parce que Dumoulin, c'est quand même 4 fois sur 5 l'équipier de Roglič, à vérifier, hein, mais en tout cas, de par mon expérience sur PCM au cours, on va dire, des 2 dernières années. Et Pogačar, en revanche, bon, lui, il n'y a pas photo, c'est bien lui le leader du team UAE. Donc, je vous parlais d'un certain nombre d'étapes qui sont des étapes plutôt dévolues aux sprinters. Je ne pars pas en échappée sur ces premières étapes. Je préfère à la limite jouer le coup dans le final si un durcissement est possible, mais pas partir en échappée tout de suite. Je pense qu'il est bon de garder un petit peu nos forces. On sait que cette première séquence de Tour de France, elle dure jusqu'à l'étape 9 avant un jour de repos. Donc gardons de la fraîcheur parce que les étapes, notamment 5, 8 et 9, peuvent être coquines et il va falloir garder des forces vives, voilà, à ces moments-là. Donc, par contre, je participe un petit peu à la course au maillot vert par la quête, comme vous l'avez vu juste avant, avec Kragh Andersen, de quelques points. Après, le plateau de sprinter, il est quand même assez fort. Je ne sais pas quelle tournure ça va prendre. Est-ce qu'ensuite, il y aura beaucoup de points à récupérer via les échappées, ou est-ce que les nombreux 50 points, vous savez, pour le vainqueur à l'arrivée d'une étape de plat comme ça, vont
vont permettre à un sprinter de se dégager au classement, ce sera aussi un des petits enjeux annexes. Mais on est venu quand même essentiellement pour le général, hein, avec Hindley, je l'ai annoncé. On va essayer de s'y plier. Il faudrait un gros concours de circonstances. On verra si ça arrive ou pas pour changer notre fusil d'épaule. Voilà. Donc le sprint final est dominé assez nettement par Dylan Groenewegen, avec Arnaud Démare et Caleb Ewan qui viennent comme ça compléter le podium. Avec Craig Anderson, nous avons une place dans le top 10. J'utilise souvent Benoît pour lancer Anderson. Un petit peu obligé en vérité, parce que c'est pas très très facile. Je n'ai pas de sprinter, comme je disais précédemment dans l'intro. Case Ball n'était pas... Enfin voilà, sa blessure a fait que, vous le savez, donc à partir de là, je bricole. Je bricole. Vous allez me dire, j'aurais pu emmener un Dainese ou j'ai quelques coureurs comme ça, hein, qui peuvent sprinter, qui peuvent aller vite. Ouais, mais c'était pas là non plus, c'était pas programmé pour, c'était pas l'esprit. Voilà. Donc étape peut-être un petit peu plus accidentée que cette étape 3. Donc on va la regarder de près, notamment pour ce qui est du final, où on pourrait éventuellement tenter notre chance. Il y a une petite bosse là que vous apercevez sur la mini-carte en bas à droite. Petite bosse finale, on pourra jouer le coup avec nos punchers. Donc à un moment donné, je me décide à essayer de durcir la course. C'est ici Rush qui s'occupe de mener, de faire quelques efforts. On a des équipiers, moi c'est ce que je voulais. Je voulais avoir des équipiers, on va dire, qui ont une certaine polyvalence. En l'occurrence, Arensman et Roche ont une polyvalence qui leur permet aussi d'être de précieux soutiens sur terrain montagneux, on va dire, avec des pourcentages non ridicules. Et puis, que ce soit Sutterlin ou que ce soit Nico Dens, peuvent également beaucoup nous aider sur la plaine, et y compris un peu sur le vallon. Donc je considère que les équipiers sont vraiment bons. Ils vont être sous pic de forme assez rapidement, si ça n'est pas déjà le cas pour certains. Voilà. Donc on est plutôt optimiste par rapport à l'équipe. La préparation, elle est correcte. Elle est assez correcte. J'ai pu retomber un peu sur mes pattes malgré les nombreuses blessures. Je le répète parce que j'ai rarement eu une saison avec autant de blessures, en vérité, qui impactaient la planification. J'en avais jamais eu autant. Je crois qu'à un moment donné, j'avais 6 mecs blessés là en avril ou en mai. Et c'était assez important. C'est pas n'importe qui était blessé. Donc voilà. On muscle le jeu dans le final, puisqu'on prépare un petit peu le terrain d'une montée sur laquelle on essaiera de prendre le leadership. Vous avez vu, j'ai un petit peu joué au train. Dens, puis Roche, puis Craig Anderson, puis Benoît. Et évidemment, on va pas demander à Hindley et Bardet autre chose que de suivre dans ce contexte-là. Allez, ça va être pour nous le moment d'accélérer. Allez, c'est parti, pourcentage. On y va. Craig Anderson va essayer d'emmener Tish Benoît. J'ai calé les autres dans des roues clés, et on va comme ça. Vous savez, ce type d'arrivée n'est vraiment pas mon truc en fait. C'est très très souvent tendance à les rater et à me faire damer le pion par des punchers purs. Ce sera pas le cas ici. Roglic, Hirschi, voilà, Hirschi, faire très attention parce que sur cette database, Hirschi est presque au niveau d'Alaphilippe. Je dis bien presque. Alaphilippe est encore plus fort, mais Hirschi est un vrai danger. On va s'imposer. Donc déjà, le sponsor, c'est réglé. Il va nous foutre la paix. On a déjà l'objectif sponsor qu'on cherchait. Donc on va pouvoir se concentrer vraiment sur la tactique pour le général. On se privera pas d'essayer d'aller gagner une étape ou deux si jamais, mais on a pris notre étape déjà ici avec Tish Benoît. C'était très très bien emmené par Craig Anderson et par le reste de l'équipe. Vous voyez, Romain Bardet ne sera jamais sous pic. En revanche, Sutterlin et Arensman, ça va arriver alors que tous les autres le sont déjà. Pic de forme donc quasi général pour l'équipe.
On est de nouveau après le lendemain sur une étape où honnêtement il n'y a pas grand chose pour nous, ce qui ne veut pas dire qu'on va pas essayer, mais très 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 doucement. On protège toujours les mêmes, protège déjà je protégerai toujours Benoît et Hindley, ça c'est certain. Ensuite, selon les cas, le troisième que je protégerai, ce sera soit Romain Bardet, on estime qu'il a un rôle à jouer important en fin d'étape, soit Kragh Andersen sur ce type d'étape-là, parce que je le protège pour l'arrivée. On va aussi lui faire disputer ici le sprint intermédiaire, voilà, même si vous voyez, en accélération, il se fait démonter, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Les sprinters s'intéressent au maillot vert et on n'assiste pas, pour une fois, ce serait méchant, mais on n'assiste pas cette fois à un désintérêt de certains très forts sprinters pour le maillot vert, parce que tous les plus forts participent, même au sprint intermédiaire. J'ai déjà eu dans d'autres parties le cas de figure où le maillot vert était relativement aisé à aller chercher. Je parle pas de Van Der Poel, bien sûr. Hein. Je veux dire avec des types qui sont pas réellement pressentis pour être maillot vert. Hein. J'ai plus les noms en tête, mais voilà, ça me reviendra. Donc, à partir de là, la concurrence va être plus sévère et c'est un peu plus tendu. On va pas pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. Et quelque part, c'est cool d'avoir de la difficulté en vérité sur ce jeu. Donc, le final de cette étape 4 avec une présence à l'avant, des fois que ça casse, même si je trouve qu'il n'y a pas de vent hein, sur ces premières étapes. On aurait pu avoir des scénarios avec pas mal de vent, avec des cassures, avec du temps perdu par certains. Vous connaissez tout ce phénomène, parfois sur PCM, des petites cassures, dans le cyclisme réel également. Donc c'est bien que le jeu nous répercute aussi ces aspects-là. Je fais quand même le forcing pour rester bien devant parce que je sais que sur les premières étapes de plat, parfois on peut avoir des cassures. Donc j'insiste un peu avec cette histoire parce que si elle n'arrive pas là, elle pourrait arriver un de ces jours en vérité. Donc on force avec Rush. Ensuite c'est Sutterlin dans la roue duquel Nico Dens sera chargé d'emmener Benoît qui lui-même... Et ça a cassé. Emmènera Kragh Andersen, libérera Kragh Andersen. Ça a cassé, très important. Très importante cassure. Est-ce qu'elle va être comptabilisée? Est-ce qu'il y aura un écart au général? Je ne sais pas. Toujours est-il que on vient faire 2 et 3 sur cette étape. Et oui, Tony Martin, ça veut dire que Groenewegen n'était pas présent pour il était présent, excusez-moi, il a lâché. Mais en tout cas, il n'a pas été emmené dans les meilleures conditions. C'est pour ça que Caleb Ewan s'est imposé très très facilement. Il n'y avait plus que Desmar, Rudy Barbier, Ackermann, Colbrelli. Il y avait quand même des sprinters. Mais regardez, surtout l'info du jour, c'est une 13. Une 13 la cassure pour Pogacar et tout un nombre de coureurs. Ce qui fait que le maillot jaune échoue sur les épaules de Yasha Sutterlin. Alors, Ewan, ça va trop vite. Il n'y a rien à faire. Il est surpuissant. En revanche, port du maillot jaune, voilà qui devrait donner encore un supplément de satisfaction aux sprinters, aux sponsors, pardon. Même s'ils ne nous l'avaient pas demandé. Mais on sait que tous les petits gains comme ça de performance font toujours plaisir aux sponsors. Allez, on est dans une première étape importante. Peut-il y avoir des écarts sur cette étape-là, arriver au sommet de la planche des belles filles? On se souvient de Fabio Aru, évidemment. Alors, qu'est-ce que peut donner cette étape-là? Peut-il y avoir des écarts? Je trouve... En plus, là, c'est pas la planche des belles filles que nous avons connues. C'était quand Chicone et Teuns là se sont étripés. C'était en 2019. C'était pas là donc la version ici en 2017 n'était pas la version planche des belles filles plus à laquelle on avait assisté en 2019. Hein. C'est une version un petit peu raccourcie de la planche des belles filles. Donc là pour moi c'est très simple. Si je jouais avec quelqu'un comme Alaphilippe, on va me dire tu prends pas n'importe qui, moi-même Hirschi, en fait je suis quasiment persuadé que je ne perdrai pas de temps en fait sur cette planche des belles filles. L'ascension est trop courte
Et un puncher peut très bien résister là-dessus. Et on peut pas dire que ce soit là-dessus, à mon sens, que les très forts grimpeurs vont infliger du temps à leurs rivaux, peut-être un peu moins forts en note de montagne. Donc, en tout cas, c'est mon ressenti. Ah, pour l'avoir joué deux trois fois la planche des belles filles sur des profils différents, c'est l'impression voilà que j'ai. On verra si elle est démentie ou si elle est confirmée. Allez, Krag Andersen en tout cas fait un très gros boulot d'approche. Nous avons ensuite l'ami Roche qui va aussi s'occuper comme ça d'imprimer un rythme. Ouais, parce qu'en fait j'ai pas envie de me retrouver à laisser le peloton lâcher l'échappée. Vous voyez ce que je veux dire? J'essayais de reprendre l'échappée. Je voulais qu'éventuellement Hindley ou Benoît, voire Bardet, puissent contester la victoire. Et bon, Bardet sera tendu. Bardet, le pauvre, sera tendu avec son -4. Il dit partiellement adieu au rêve, mais caché et pas vraiment existant, de Général. Pour lui, parce que bon, on va être obligé de jouer pour Hindley par rapport à Bardet, hein, c'est une évidence, puis on n'aura pas de bonne forme. Puis là, le -4, il sonne le glas, quoi. Il sonne le glas des espoirs de Bardet, étant donné le premier prologue aussi, qui avait été catastrophique. Donc, Bardet, premier choix, hein, va être utilisé ici en soutien. Et on va essayer d'exister comme ça, faire gaffe. J'aperçois Dumoulin, mais Roglic est bien placé. Pogacar, voilà. Attention, Pogacar est très bien placé ici, on le voit accélérer, voilà. Il faut faire gaffe aux Slovènes. Hein, les Slovènes me paraissent être un vrai danger sur ce Tour de France. Nous sommes très très proches de l'arrivée. Qui va se détacher pour essayer de s'imposer au sommet de la planche des belles filles? Bah écoutez, on n'aura pas réussi à reprendre l'échappée. C'est Larry Warbasse qui va regarder là-haut. Voilà, hop, AG2R Citroën la mondiale là. Qui va s'imposer. Pogacar, Roglic, Hindley venant compléter le top 4. Benoît n'a pas été lâché. Et derrière, Mollema, etc., etc. Ce qui confirme que les punchers ne sont pas vraiment désavantagés sur cette fin d'étape. Hein, donc, on aurait presque pu, dans un scénario de planification différente, on aurait presque pu envisager, en fait, de ne pas prévoir le pic avant l'étape 5. On aurait pu se permettre d'avoir un pic ici au début de l'étape 8. Ça aurait été suffisant. Donc je pense en tout cas, voilà. Bardet et Hindley sont un peu logés à la même enseigne, c'est-à-dire qu'ils sont un peu relégués hein, au classement. Nous sommes en tout cas bel et bien présents devant. Et ça se joue à très très peu de secondes, vous l'avez vu. Petite parenthèse, ouais, j'avais pris la France pour jouer le championnat du monde. Et puis j'ai eu un peu de déception. Alors c'est sûrement à cause du profil. Hein. Le profil, j'ai laissé celui que le jeu nous avait mis. Hein. Le profil n'a pas plu à un certain nombre de têtes d'affiche. Donc il va falloir se battre avec ceux qui accepteront d'être là. C'est quand même dommage de ne pas avoir Alaphilippe là-dessus. Hein. Avouez-le. Donc je vais comme ça essayer de draguer la participation de certains sans succès. Voilà, donc on fera au mieux avec ceux qui sont là, peut-être Valentin Madouas, Warren Barguil, que sais-je. On verra bien avec qui on essaie de se débrouiller. Et puis, c'est aussi intéressant, là, le 1er juillet, c'est une nouvelle étape pour les dossiers. On voit que le dossier Asgreen évolue bien, Hindley, cela va de soi, Casper Pedersen également. Bon... Voilà, on évolue tout doucement. J'avais ajouté Ben O'Connor, mais je pense pas que j'irai chercher Ben O'Connor, parce que j'ai beaucoup d'évolutions à venir en interne, avec notamment Van Wilder, on a Hamilton, on a même le petit Leknesund. En fait, cette équipe regorge de talents, et ces talents ne demandent qu'à se développer. C'est qu'on est dans un jeu où le jeunisme paye. Hein, c'est-à-dire que si on recrute ou si on possède des coureurs à fort potentiel ou même à bon potentiel, on a une équipe comme ça qui va vraiment s'élever en termes de niveau et qui même, à mon avis, au bout d'1 an et demi, est déjà vraiment très forte. En tout cas, c'est un peu le ressenti que j'ai vis-à-vis ce team DSM là dans cette partie, puisque j'ai déjà vu bien évoluer Van Wilder. Je peux spoiler un poil.
Ce qui se passera en fin de Tour de France, c'est que Ilan Van Wilder, qui a participé à d'autres épreuves pendant ce temps-là, va monter à 75 montagnes, 75 vallons et 77 CLM. Je vais aligner Van Wilder sur la Vuelta et il n'est pas dit, suivant le scénario, que Van Wilder ne chope pas même le leadership de l'équipe. On verra un petit peu. Ça dépendra de la forme de Hindley, qui doit doubler Tour de France et Vuelta dans cette partie. Voilà, à suivre. Petit sprint intermédiaire. Hop là, nous continuons à essayer de nous mêler à la bataille entre tous les meilleurs sprinters. Je sais que c'est en pure perte, mais c'est pas bien grave. Voilà, le maillot est joliment sur les épaules de Tadej Pogacar. Nairo Quintana a déjà perdu un peu de temps, on l'aperçoit. Il a perdu un peu de temps, c'est dommage. On a comme ça les grands noms du cyclisme qu'on peut connaître. Geraint Thomas, Thibaut Pinot. On observera, vous allez voir, qu'il va se passer des choses sur les étapes 8 et 9. Et le général va commencer un petit peu à se clarifier à ce niveau-là. Grâce à ces étapes-là. Tiens, vilaine chute à ce moment-là. Très très vilaine chute pour 4 de nos coureurs, ainsi que le vainqueur de la planche, Larry Warbasse. On va essayer de revenir vite parce que j'ai surtout pas envie de commencer à forcer pendant longtemps et à me prendre des relances et à jamais réussir à rentrer, sauf épuisement de certains de mes coureurs. Donc voilà, faire un très très gros effort pour rentrer le plus vite possible, essayer de resituer un petit peu tout ce petit monde-là le plus à l'avant possible. Là encore, on va faire suivre des roues pour essayer de recoller le plus rapidement. J'ai remarqué d'ailleurs, mini parenthèse, que dans ce contexte où tu chutes comme ça, vite raccrocher tout le monde à la roue de quelqu'un qui est très bien positionné à l'avant est plus efficace, d'après mon expérience, que manipuler de l'effort curseur pour remonter dans le peloton. Le coureur remontera moins facilement à l'effort curseur. Il remontera s'il a les possibilités, mais il remontera moins facilement que quand on les met dans la roue de quelqu'un. Allez, Dance ainsi que Sutterlin pour essayer de lancer Benoît, qui va ensuite libérer. Ouais, mais il faudrait pas qu'il soit bloqué. Voilà, il est bloqué. Ah là 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 là. Vous voyez, ça c'est toute la limite de mon train actuel. Pas grave, il n'y a pas de problème. On n'est pas venu là pour gagner des sprints. Mais c'est quand même dommage que Craig Anderson soit fait un peu bloquer et qu'il n'ait pas suivi la route de Benoît, quoi. Voilà. Tout simplement. Donc encore une victoire pour Caleb Ewan. Donc c'est la balade pour Ewan avec son joli maillot vert sur les épaules. C'est très très facile pour lui. Il semble un petit peu au-dessus de Groenewegen, pour être franc. Encore une étape de sprint. Vous allez me dire, mais il n'y a que ça dans ce Tour de France 2017, en première semaine. Pas que, mais il y en a beaucoup quand même, oui, au bout d'un moment. On va essayer de partir en échappée cette fois-ci. Je vais essayer de demander à Craig Anderson de faire le boulot. Ouais, c'est un peu un de mes chouchous, Craig Anderson, mais ça, vous l'avez deviné déjà. Je l'apprécie beaucoup et je l'estime énormément. Et j'ai tendance à penser qu'il fait partie de ces coureurs que j'ai, les rares coureurs de mon équipe, capables, avec un retard suffisant au général, d'aller comme ça l'emporter sur un groupe de costauds, sur une échappée qui aurait été un peu méprisée ou délaissée par le peloton. Donc on insiste un petit peu. En plus, grosse forme du jour pour Craig Anderson. Donc il faut essayer de saisir ces opportunités-là. On va comme ça donc rouler un certain temps et il y a Cor qui revient. Non, ça c'est le petit phénomène rigolo de 4 échappées maximum sur l'étape de plaine. Si t'en as un 5e qui commence à vouloir rejoindre, ou un 6e, etc., là, le peloton se met à rouler très fort, alors que s'il y en a que... Bon, là, il y en a 3 en l'occurrence, mais s'il y en a maximum 4 à l'avant, le peloton laisse partir l'échappée, pour peu qu'elle ne soit pas constituée de coureurs qui menacent le général, bien sûr. Et puis après, toute la question, c'est de savoir si, oui ou non, le peloton va mettre en route pour essayer de limiter l'écart afin de jouer le sprint. Et en l'occurrence, tiens, c'est rigolo, qui est aux affaires là-devant? On a aperçu un Lotto Soudal, un Groupama FDJ et un Jumbo Visma. Donc on a bien compris l'esprit du truc. Derrière, oui, les points
toujours la lutte entre Iwan, Groenewegen et consorts, avec Arnaud Desmar notamment. Donc devant, je vais essayer de donner un maximum de chance à l'échappée, en roulant progressivement de plus en plus fort avec Kragh Andersen, parce qu'on sait qu'il y a toujours ce moment de bascule. C'est soit tu roules suffisamment, il faut être aussi bien accompagné, hein. Tu roules suffisamment, on l'est pas vraiment ici. Tu roules suffisamment, les mecs collaborent, et à un moment donné, le peloton peut lâcher l'affaire. Soit il lâche pas l'affaire, comme ici, et on se fait reprendre parce que finalement Kragh Andersen était le seul costaud de la bande. On n'a pas été entre guillemets suffisamment bien entouré sur cette étape 7. Donc ça va se terminer au sprint. Cette fois-ci, en plus, j'ai plus de barre pour Kragh Andersen. Donc de manière assez basique, je vais faire sprinter Benoît. Juste pour les éventuels points aussi. Parce qu'à ce stade-là, même si je pense que Kragh Andersen avait un peu plus d'armes, Benoît me paraît pouvoir éventuellement, sur un très bon concours de circonstances, contester le maillot vert, mais c'est vraiment par délire en fait, hein. C'est pas autre chose, parce que là il est solidement installé ce maillot sur les épaules de Caleb Iwan. Voilà. Donc, pas de changement au général. Nous avons une étape très intéressante ici. Étape 8, Dole jusqu'à une arrivée à la station des Rousses. Alors ça, c'est intéressant. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a comme ça des choses à faire ici. Dole, avec une arrivée comme ça à la station des Rousses, ça peut laisser des petites choses se produire. On va d'abord essayer de placer quelqu'un dans l'échappée. Je tente de placer Nicolas Roche dans l'échappée. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Tout ce qu'on verra. En l'occurrence, pour le moment, ça fonctionne pas des masses, quoi. Donc on va peut-être contrer avec quelqu'un d'autre. Hein, ce que j'essaie de faire, qu'en fait les échappées sont pas toujours faciles à prendre. Et on peut comme ça essayer avec 2-3 coureurs différents. En l'occurrence, Kragh Andersen me paraît aussi pouvoir passer un certain nombre de difficultés. Mais après, est-ce qu'il aura le droit de sortir? Je sais pas. Ici, c'est Hamilton et Stybar qui avaient accompagné. Ça suffisait pas. On n'avait pas le droit d'y aller. Pourtant, là, le peloton doit accorder un bon de sortie à plus que 4 coureurs. Hein, parce que c'est pas une étape de plaine. Donc il y a plus que 4 mecs qui peuvent sortir en théorie. Je vais finir par abandonner la tentative de participation à l'échappée. Parce que au bout de 4-5 fois, c'est bon, on va pas foutre en l'air la barre de certains équipiers juste pour ne rien obtenir en fait. C'est un peu gavant. Donc allez, c'est comme ça qu'on va se retrouver finalement du coup en situation de protection sur certains de nos éléments. Et protection toujours pyramidale, à savoir je protège avec les 3 entre guillemets moins forts et j'en cale certains dans les roues. Et puis ensuite, évidemment, Kragh Andersen par exemple qui est dans la roue de Benoît protégera Benoît lorsque le protecteur Arensman aura rendu les armes, etc., etc. Et puis en dernière instance, s'il y a un choix à faire, on verra Bardet par exemple qui peut protéger Hindley ou des choses de ce genre-là. Alors, l'étape se passe sans réellement d'émotion. On voit que l'échappée ne profite pas d'un écart si important que ça. Les ravitaux, c'est important. Des fois, je me fais avoir avec les ravitaux, dans le sens que il peut m'arriver de ravitailler à un moment que je croyais correct, mais en vérité qui me provoque une cassure. Donc je suis excessivement vigilant sur PCM 20 par rapport à ces cassures créées par un mauvais temps de ravitaillement. On essaye de faire plutôt ça dans les descentes ou sur du replat, mais certainement pas dans les montées, sinon on est certain que notre ravitailleur va clamser dans la montée en train d'aller ravitailler ses leaders. Alors, que se passe-t-il ici? Là encore, il y a eu une petite accélération, avec une réduction du nombre de coureurs dans le groupe maillot jaune, mais l'accélération n'est pas non plus stratosphérique. Là, commence à y avoir aussi une élimination supplémentaire. Je pense que ce qui va faire mal, c'est la bosse d'après,
qui n'est pas... Il n'y a pas de GPM là, mais vous l'apercevez, on est en train de démarrer l'ascension de cette petite difficulté, voilà. Je pense que celle-là peut encore faire des diffs. Il y a des coureurs qui commencent un peu à lâcher, à droite, à gauche. Moi, je perds quelques équipiers également, environ 70 coureurs à ce stade-là. Et puis après, il va falloir savoir ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je me méfie, en fait. Je suis très méfiant de Pogacar, qui est à 85 en montagne de base. Il suffit imaginer qu'il ait de bonnes notes physiques, qu'il soit le reflet d'une forme du jour assez positive. Pogacar devient très 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 difficile à jouer. Roglic est quasiment à 80 partout dans les endroits importants. Bon, j'exagère un peu, mais 78-80 un peu partout. Donc là aussi Roglic, pour le déstabiliser, il va en falloir. Je cogite un peu. Je cogite. J'essaie de voir de quelle façon est-ce que je pourrais tenter quelque chose. Il va m'apparaître assez rapidement que le boulot étant fait par d'autres, il ne sert à rien de s'exciter tant que ça se sera pas calmé. C'est-à-dire en gros tant que certains équipiers un petit peu forts qui mettent à mal le peloton là pour le réduire à 49 ne se seront pas épuisés, tout simplement. Donc on essaiera de rentrer en scène au moment où les choses se seront non pas calmées mais éclaircies. Hindley n'aura bientôt plus de protection, même si Kragh Andersen est encore là. Bardet, Benoît dans la roue. Voilà, hein, on a établi nos priorités. Attention, ça attaque. C'est Quintana qui plante une banderille avec Guillaume Martin. Là, je me décide à mener. Parce qu'on va pas se laisser non plus faire. La victoire d'étape m'intéresse. On va essayer d'emmener convenablement. Alors, quand on voit Dumoulin qui part, on est plutôt rassuré. On dit, ça va, il fait le job. On a Marc Hirschi également, qui fait le travail pour Pogacar. Oui, la doublette, je vous fais pas un dessin, la doublette est stratosphérique. Hein. Hirschi, Pogacar, waouh. Et là, je me décide à bouger. On va bouger et on va partir du principe que dans ces tout derniers hectomètres vers le GPM, Hindley, je vais tenter un coup en fait. Je vais tenter de laisser Hindley avec Pogacar et avec Roglic et voir si Bardet pourrait pas nous mettre Benoît sur orbite. Donc c'est ce que je vais tenter ici parce que je suspecte l'IA, et j'ai déjà remarqué en fait à 2-3 occasions, de surveiller comme le lait sur le feu Marc Hirschi, Jay Hindley, excusez-moi. Hindley très très surveillé, Benoît peut-être méprisé et pas pris au sérieux. Et donc, c'est en fait là-dessus que j'ai joué. J'ai joué sur ça en me disant, il y a peut-être quelque chose à aller chercher avec le Tisch, tout en laissant Hindley, qui pourra éventuellement même produire un petit effort pour glaner quelques secondes à la toute fin, s'il résiste aux réactions combinées de Pogacar et Roglic. Vous voyez donc Dumoulin et Hirschi, en gros, qui sont totalement dévoués. Ah, ça plante là. Excellent. Il n'y a plus de rébellion. On prend du champ. Il y a peut-être une victoire d'étape au bout. Je l'espère en tout cas. La minute, ça sent bon. Ça sent très très bon. Puisque derrière, apparemment, ni Hirschi ni Dumoulin n'avaient encore l'énergie. Il faut dire qu'ils roulaient depuis longtemps, les deux là. Donc, soit Pogacar et Roglic se décident à bouger, soit l'écart va être intéressant. Donc 1,20 à peu près, c'est dommage, il m'en reste plus beaucoup, j'ai pas pu rouler trop vite non plus. Et puis ça va sprinter, on a l'habitude de ça va sprinter à toute fin pour réduire un peu l'écart. Quintana était parti un peu avant les autres, et à l'arrivée quand même l'écart va être correct sur les principaux leaders, donc plutôt pas mal. J'ai préféré ne pas sprinter avec Hindley pour ne pas réduire l'écart global avec Pogacar. Vous voyez ce que je veux dire? Si je sprint, je peux perdre 10 secondes d'écart sur le jeu. Hein. Benoît se retrouve ainsi leader. Nous avons le maillot jaune de retour sur les épaules de l'équipe après Sutterlin pendant un jour. C'est maintenant Tish Benoît qui le porte avec environ 1 minute 10 d'avance sur les principaux protagonistes. J'ai donc, voilà, comme je le dis là, essentiellement profité de la surveillance accrue sur Hindley pour déclencher quelque chose avec Benoît. L'étape 9 est très belle.
Nantua-Chambéry. Il y a 3 cols hors catégorie, c'est donc une occasion rêvée pour certains de prendre de gros points pour le maillot à pois. Et c'est l'occasion aussi pour nous de tester la résistance des uns et des autres sur toutes ces difficultés. Alors, on va être un petit peu... Je n'en vois personne à l'avant, a priori. A priori, je n'en vois personne à l'avant, parce que au sein même de l'échappée, il y a déjà des coureurs qui sont assez forts. Et je ne peux pas envoyer encore Bardet. Il n'a entre guillemets pas assez de retard au général. Je ne peux pas envoyer Benoît et Hindley pour la même raison. Et heureusement. Et les autres ne paraissent pas en capacité de résister aux nombreux très bons coureurs, comme on s'aperçoit. Il y a David Gaudu qui est présent, je crois, sur cette échappée-là. En tout cas, il y a Warren Barguil. Donc, ouais, j'ai eu un peu pas peur, mais en tout cas, je me suis dit, non, je me suis laissé un peu impressionné par la force des mecs de devant. Je me suis dit, ça sert à rien d'envoyer. Peut-être Nicolas Roche, excepté son accélération qui est faible. C'est normal à ce stade de sa carrière, mais peut-être lui, il aurait pu résister un petit peu en termes de notes, mais c'est un peu tout. Donc, j'ai préféré pas me dépouiller, plutôt garder les équipiers pas loin et essayer de protéger tout ce petit monde. On se doute bien qu'avec l'enchaînement des difficultés en plus là, il y a un moment où ça va être tendu. C'est sûr. C'est sûr qu'on va avoir un moment très tendu. À partir de là, je préfère être prudent. Je pense que l'IA ne joue pas si mal que ça. Depuis la mise à jour, vous vous souvenez, il y avait une mise à jour, là, je sais plus si c'était en octobre ou vers là, où depuis lors, l'IA négocie mieux les étapes avec fort pourcentage. Elle évite par exemple aussi de dissiper ses énergies trop à l'avance par des attaques un peu suicidaires, etc. etc. Et fort de cette expérience, je deviens un peu plus prudent, parce qu'il y a certains coups du coup qui peuvent plus tellement passer pour le joueur humain. En tout cas, en extrême, c'est ma modeste expérience. Désolé pour la voix, hein, je vois qu'elle est en train de se perdre. Pas de voix cette semaine. Je suis... c'est pas le coronavirus. Hein. Mais voilà, je suis allergique. Allergique à beaucoup de choses. Donc, parenthèse refermée, Dumoulin joue les traînards, tout comme Benoît. Sur cette première ascension, nous nous approchons maintenant du Grand Colombier. Ouais, j'ai traîné parce que ça servait à rien de rester trop à l'avant, de se consommer exagérément. Par contre, attention ici, voilà, il y a une relance sur cette partie-là, voilà, tranquille, maintenant, on peut se repositionner calmement. Hindley ne souffre pas une seule seconde. Hein. Je suis optimiste quand je vois ça. Je me dis ça peut vraiment être super pour Jay Hindley, ce Tour de France. Quand je vois la facilité avec laquelle il résiste à de nombreux moments. Bon après, le plus dur reste à venir. Hein. Le plus dur, ce serait éventuellement l'étape 12, là, c'est arrivé à Péragude. Ce serait peut-être aussi l'étape 17 avec le Galibier quand même si ça arrive à Sercheux. Donc après une descente, mais puis l'Isoard surtout à 18 quoi. Hein. Donc les tests arriveront un peu plus tard, les vrais tests. D'ici là, on a des étapes qui parfois, comme celle-ci, peuvent être très difficiles, mais qui ne sont pas non plus difficultés insurmontables pour les uns et les autres. Surtout, on ne peut pas savoir exactement ce que le coureur a dans le ventre, parce qu'il n'est pas soumis à rude épreuve, il n'est pas poussé dans ses retranchements. Donc, à partir de là, vous voyez toujours quand même les mêmes présences. Tiens, Hirschi a trop donné là pour Pogacar. Le groupe est très très réduit en cette fin d'ascension du Grand Colombier. Hirschi Dumoulin semble ne plus pouvoir imprimer un très très gros rythme. Tant mieux pour nous, ça nous permet de passer. Hein, donc sans encombre, dirais-je. Alors là, pour m'amuser, je suis allé chercher les points de la montagne, mais côté joueur un peu. Hein. Voilà, on va tout de suite se calmer. En fait, j'ai fait parce qu'il y avait une longue descente derrière, puis du replat, et que je sais que Benoît va en fait récupérer un max. Bon, Hindley, lui, il est même pas touché, quoi. Le mec, il est vraiment pas mal. Donc, à voir un peu comment ça peut se passer. Est-ce que ça va revenir de l'arrière entre les deux ascensions?
Je sais pas. Il y a peut-être un ou deux types. Ouais, peut-être le groupe là à 1, à 1 minute 10, 1 minute 20 là, qui peut peut-être rentrer. Mais à mon avis, il n'y a pas non plus des dizaines de coureurs qui vont rentrer. Hein. Par contre, regardez, voilà, tristesse. Adam Yates, mais surtout Thibaut Pinot, qui est en galère absolue. En plus, il est seul à rouler dans son groupe, le pauvre. Donc Thibaut Pinot, bye bye le Tour de France. Il a explosé sur cette étape 9 et encore. On ne connaît pas encore l'addition finale parce qu'il y a encore une ascension. Bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Donc, groupe à 27, ça ne rentrera finalement pas de l'arrière. Vous voyez, même si l'écart se réduit légèrement, parce qu'en fait, ce groupe de 26 maintenant, là, ne roule pas tant que ça. Hein. Ça roule pas super fort. Hein. En même temps, c'est pas moi qui vais rouler. Hein. J'ai aucune raison de le faire. Hein. Donc, j'ai Nicolas Roche là en protection. On n'a pas lieu de se dépouiller, je pense, à ce stade-là. Voilà, encore un petit peu observer comment les choses peuvent se faire. Voilà. J'ai laissé un long format. Je trouve que sur ces étapes-là, il est bon de laisser un long format parce que ça donne un vrai aperçu de ce qu'a été la course. Et sur des étapes évidemment de plaine, comme précédemment, vous avez vu, je fais un petit peu plus court parce qu'il y a quand même moins de choses à développer. Quintana, Pogacar à l'attaque, Buchmann et Rigoberto Urán également. Alors là, moi, ça m'intéresse. Hein. Pogacar qui attaque, ça m'intéresse, surtout si c'est en effort curseur, parce que je me dis que peut-être derrière, il y a des miettes à ramasser. Attention, si le type commet une erreur, ce sera à nous de sauter dessus, parce que sans cela, on sera jamais en capacité d'exister. Hein. C'est arithmétique, hein. 82 contre 85. Qu'est-ce que tu veux faire a priori? Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait soit erreur, soit travail d'équipe, soit scénario. Mais sinon, la logique est impossible à contester. Vous voyez ici, je vois pas de raison de faire l'effort. Hop, avant une attaque de Hindley, je vous l'avais dit, qu'on allait tester. On allait tester un petit peu ce que peut faire Jay Hindley sur ce type de scénario. Pogacar, il a sauté dans la roue, il n'a pas attendu. Hein. Il a été tranquille. Alors du coup, je calme le jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va replanter une pour voir. On a envie de regarder ce qui se passe tout de même. Hein, donc je cale Benoît, protégé par Bardet, Pénard, et on va peut-être voir si quelque chose d'autre est possible. Vous voyez, c'est amusant parce que Roglic, Pogacar semblent se satisfaire d'un statu quo à ce stade. Il n'y a personne qui prend vraiment la conduite du groupe dans ce monde du chat qui est très très dur, hein, très très difficile ascension. Donc, je ne sais pas, ce serait peut-être le temps d'en mettre une. Bah oui, évidemment. Et évidemment qu'il faut. Il faut tester. Là encore, est-ce que Hindley pourrait pas aller nous chercher cette étape-là? Pourrait pas un peu faire craquer les uns et les autres? Bah vous voyez que les réponses, elles sont quand même assez immédiates. Pogacar, Roglic, notamment, ne se laisse absolument pas distancer par Jay Hindley. J'en replante une. Non, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. On va se retrouver avec une descente à négocier, puis du replat avant l'arrivée. Donc là, c'est simple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suicidé Benoît en attaquant. J'ai juste fait ça. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai rien gagné. Donc, par là même, j'arrête de rouler. J'arrête de rouler. Et le truc qui est rigolo, c'est que, hop là, ça rentre. Après, vous allez me dire, c'est normal, t'as mis Bardet en effort max pour faire rentrer Benoît sur le groupe. Bah oui, logique, ouais. Je vais pas non plus attendre. Et là, je tente Bardet. Allez, Romain Bardet, ce serait joli d'aller chercher cette étape-là. Étape 9, ça ferait franchement plaisir, quoi. Donc, avec sa formidable note de descente, il en a les moyens. On va donc tenter le coup à fond. Mais derrière, c'est là qu'on s'aperçoit que ils sont pas ridicules. Ils sont pas ridicules. Et Pogacar, notamment, ne s'en laisse pas compter. Dumoulin semble totalement dévoué là à faire rentrer Roglic le plus vite possible, y compris sur Bardet. Donc il y a peut-être des velléités de victoire d'étape, parce que Bardet est déjà moins dangereux au général. Alors on aurait pu le laisser un peu filer, hein. Mais ce ne sera pas le cas. Du coup, qu'est-ce qui va me rester comme possibilité? Vous voyez, ça explose quand même. Hein. Ah, Bardet, ça y est, ça a lâché. Ça a lâché. Peut-être une victoire d'étape pour Rominou à venir. Eh bien, hélas, pas.
à cause du travail de notamment Jumbo Visma. Alors du coup là, en désespoir de cause, je vais lancer un sprint parce que je suis saoulé en fait de m'être fait reprendre. En plus contre de Guillaume Martin, j'ai pas l'intention de le laisser s'imposer. C'est pas de Benoît que va venir le danger le plus immédiat, parce que lui je le cale dans la roue de Martin. Hein, je me dis au pire, il y a peut-être une victoire à prendre au sprint entre ces deux-là. Et on va à un moment donné déclencher le sprint de Hindley qui arrive de bien bien loin, un peu à la Nicolas Mas dans la partie Movistar sur le World de la première année. Et Jay Hindley va, ouf, ne pas se faire reprendre. Mais ça s'est joué à peu de choses devant, précisément. J'ai dit Nicolas Mas, vraiment je suis perturbé par le rugby. Hein. Grand pilier de Perpignan et tout. Henrik Mas, voyons. Mais oui, donc voilà, j'aurais pu être perturbé par le Lotto Soudal Nicolas Mas, hein, vous vous souvenez. Voilà, bref, il s'appelle pas Nicolas, il s'appelle Henrik, il fait 2, Roglic fait 3, Mikel Landa fait 4, tiens, on n'en avait pas beaucoup parlé. Puis derrière, alors c'est la Bérésina pour certains, c'est un peu plus logique pour d'autres. Les Flandriens, évidemment, n'ont pas eu réellement leur mot sur cette étape-là. Mais ce qui m'a surpris, c'est que même quelqu'un comme Alaphilippe s'est mangé un énorme écart. Thibaut Pinot, n'en parlons pas, le pauvre, il va prendre 10 minutes sur cette étape-là. Et puis, on va rester quand même sur un relatif statu quo. Hindley fait son entrée dans le top 10, mais il lui reste encore 1 minute 10 de retard sur, par exemple, Tadej Pogacar. Et là, je suis inquiet. Je suis inquiet parce qu'en fait, j'ai Dens et Sutterlin qui sont de plus en plus malades. Alors, je crois qu'il y en a un des deux pour lequel c'est pire. Dens, c'est un problème physique, alors que Sutterlin, c'est carrément un virus, quoi. Oh là 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 là. Quel triste rebondissement, en fait, que cette maladie, ce virus de Sutterlin, parce que virus, c'est grave, en fait, sur PCM. Virus, à terme, il va falloir le faire abandonner. Et je me refuse à le faire abandonner. Parce que j'ai besoin de mes équipiers, j'ai pas envie de terminer ce Tour de France amputé d'équipiers. Donc est-ce qu'il va falloir s'y résoudre ou est-ce qu'on va pouvoir tenir le coup? Je me le demande, même si j'ai une petite idée en tête. Pour Nico Dens, c'est un pépin physique, je pense que c'est du mal de dos, des choses comme ça. Donc si ça passe en mal de dos aggravé, le type devra abandonner. En revanche, si c'est du simple mal de dos, il y a peut-être moyen de le conserver. À voir. En tout cas, nous sommes encore ici sur une étape pour reposer les grimpeurs et j'allais dire quasiment aussi les punchers. On va davantage penser soit à une échappée qui a lieu mais qui reste tout de même relativement modeste au niveau de l'écart sur le peloton. Hein. Donc soit une échappée, soit évidemment un énième sprint. On voit l'Auto Soudal qui ne se prive pas pour rouler, tu m'étonnes. Ils ont le meilleur sprinter. Et Jumbo Visma peut y croire également. Arnaud Démare, ce serait quand même bien qu'il en prenne une. Hein, on va être franc. Parce que voir Iwan Groenewegen tout prendre et Démare n'en prendre aucune, ça me chiffonnerait. Même si on sait que Démare peut être inférieur en vitesse pure hein, à ces deux-là. En tout cas quand ils sont en bonne forme, bien évidemment. Allez, Arensman, Roche, Krag Andersen, pour essayer de contester la victoire. Non, là, c'est toujours pareil, hein, je m'amuse. Mais il y en a qui s'amusent pas, ils sont pas là pour se marrer, là, du tout. C'est toujours les mêmes. C'est Groenewegen, cette fois-ci, qui va battre Caleb Ewan, de manière assez nette. Est-ce qu'il y aura un écart comptabilisé? Réponse non, pas d'écart. Très jolie place pour Rudy Barbier. Arnaud Démare 4. Il y en a un qui n'existe pas sur ce Tour de France, entre guillemets, par rapport à son statut passé, c'est Fernando Gaviria. Et puis je crois que pour Sutterlin, ben, on l'a dans l'os. Hein. Le mec va devoir sûrement nous quitter. Le virus aggravé. Super, virus tenace, formidable. D'un coup, bam, la forme qui tombe à 86. Donc on a bien compris que ça sentait mauvais pour l'ami
Sutterlin au moment d'aborder l'étape 11, la dernière que je vous propose dans cet épisode. C'est de nouveau une étape qui devrait se régler au sprint, ce qui ne nous empêche pas d'essayer de jouer notre chance. Alors cette fois-ci, pour varier les plaisirs et pour profiter de la bonne forme du jour, j'envoie Timmins Arensman. Donc, quand tu vois qu'il y a Rémi Cavagna dans l'échappée, tu es sur WorldDB 21, tu connais les notes de Cavagna, tu dis yes. Parce que Cavagna, c'est un train. Il va nous faire avancer. Van Marke, à la limite, je détesterais pas l'avoir dans l'échappée, ça me ferait même plaisir, puisque lui aussi, c'est un peu un camion. Après, il faut qu'il ait le droit de sortir. Il y a la fameuse règle des 4, ça sort pas. Ok, on a compris. Jumbo Visma, toujours, Groupama FDJ et Lotto Soudal se contentent de verrouiller. Devant, mis à part l'ami Cavagna, ça ne me paraît pas être d'une force infinie au niveau des types là qui nous accompagnent, que ce soit le petit Grelier ou l'italien Pasqualone, qui en plus serait capable de nous damer le pion au sprint. Donc pas réjouissante la composition de l'échappée, que ce soit pour tenter le coup à la fin ou que ce soit également pour s'imposer en cas d'arrivée des 4. Donc en plus derrière ça roule. Bref, on devine bien que ça va être difficile à faire aboutir celle-là aussi, hein. Ça va pas être évident, hein. Allez, on va tenter quand même, parce que on sait jamais, sur un malentendu, le peloton qui s'arrête de rouler, ça arrive, ça peut arriver. Donc je continue, l'écart se réduit comme peau de chagrin, vous l'avez bien compris. 50 secondes, tiens, cassure à l'arrière, cassure, que se passe-t-il? On va essayer de remonter un peu avec Hindley et Bardet, voilà, pour pas se faire prendre dans une éventuelle cassure qui nous ferait gagner du temps si jamais on bascule du bon côté. Voilà, c'est terminé pour l'échappée. Terminé. Quintana, Alaphilippe, Yates, Thomas, on chute. Thomas, on chutait. Sutterlin, décidément, il lui arrive tous les malheurs du monde à lui aussi. Il y a de la chute dans cette fin d'étape. C'est assez nerveux. Chute dans cette fin d'étape qui fait que votre peloton là, il est réduit. Du coup, on se dit, allez, on participe, on va rien lâcher là. On va essayer de mettre sur orbite l'ami Krag Andersen. Allez mon grand, allez. Eh ben, que nenni. Voilà, pam, Calibre One, encore une fois. Arnaud Desmar n'est pas passé loin cette fois-ci, mais ça reste insuffisant. Donc, on l'a bien compris. Pas de place pour Desmar pour le moment, c'est bien dommage. Petit Sutterlin qui arrive un certain nombre de minutes plus tard, mais ça sent mauvais pour lui, hein. Ça sent vraiment mauvais. Je force pas sur les fins d'étape, j'essaie de le reposer. Brian Cocard qui a fait 3, c'est bien. Et une situation en général qui pose plein de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire, sachant que finalement on a un peu d'avance avec Benoît et on a un retard qui paraît difficile à remonter avec Jay Hindley pendant que Iwan s'envole vers un nouveau maillot vert. Dans l'épisode prochain, le 5, je vous proposerai l'étape 12. Pour moi, elle est déjà cruciale. Pau Péragude, c'est déjà là qu'il va falloir faire un choix entre Benoît et Hindley. Obligé. Quel choix, sachant que Hindley est peut-être plus fort sur l'arrivée à Péragude, mais que Benoît a plus les moyens de piéger Pogačar et ou Roglič sur les étapes 13, 14, 15. Donc il y a le choix du cœur dans les deux cas, parce que j'adore les deux. Et après, ça va se jouer entre la loyauté pour Hindley ou le réalisme pour Benoît, quelque part, hein. Croix de fer, ça ne jouera pas là, mais Galibier va être crucial dans l'étape 17. Mais je pense qu'on peut rentrer dans la descente. S'il n'y a que 1 minute, par exemple, au sommet, et que Bardet est avec Benoît, par exemple. Sur le 18, par contre, il n'y a pas de descente pour rentrer. Donc là, pour le coup, on est en proie à se faire démonter sur l'Izoard, mais à voir. Avec une bonne forme, tu prends qu'1 minute et tu gardes le maillot, tout en sachant qu'il y a ce vieux contre-la-montre là de l'étape 20. Et celui-là, il peut faire excessivement mal à la toute fin. Voilà. Donc, la loyauté ou la raison pour la suite de ce Tour de France, eh ben, c'est ce qu'on découvrira dans le prochain épisode. Bye bye.